Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Et oui, comme promis, maintenant encore un DVD d'un coffret de catch, bien sûr, encore et encore, toujours du catch. Mais cette fois-ci, c'est sur deux shows hebdomadaires, voilà, qui s'est déroulé en 2014. Sans trop vous faire tarder, je vous le montre directement. Donc oui, The Best of Raw et SmackDown en 2014. Donc voilà, vous voyez l'affiche. Voilà. On voit tout le monde. Et en plus, en 2014, il s'est passé énormément de choses. Il dure 7h20. Voilà. Au moins, vous ne manquez pas d'une traite. Même la tranche. Ouais, donc comme je disais, en 2014, il s'est passé énormément de choses. Pareil pour NXT, mais sauf que je comprends pas pourquoi ils mettent pas NXT dedans, alors que c'est forcément aussi un des meilleurs shows à côté de Raw SmackDown. Et bien sûr, on connaît la politique WWE, dans la manière de négliger un show, comme il néglige les fédérations. Donc là, on voit la photo de la Wyatt Family. Ce n'est qu'une supposition, ce que je dis. Et on démarre tout de suite parce que forcément après, j'aurai pas le temps. Et mes vidéos, forcément, vont durer 1 heure. C'est pour ça que je relance la machine. One Epic Years, donc une année épique. Ça, je suis entièrement d'accord, car c'est Byron Saxton qui ouvre le show. Et j'aurais dû en parler que aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma chaîne YouTube. J'ai commencé avec DVD Pro Souvenir et maintenant DVD Pro Catch. Hey. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 22 janvier 2023, tandis que demain, ce sera le 23 janvier. Donc actuellement, vous regardez cette vidéo, on est, on va dire, le 23 janvier, tandis que pendant le mois que je filme, on est directement le 22 janvier, donc la date de l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Voilà, vous aurez au moins compris. Et c'est pour ça que j'ai laissé un communiqué comme quoi, voilà, c'est déjà les 1 an de ma chaîne YouTube. Et que la seconde review, vous avez au moins compris de quoi il s'agit. Certains l'ont peut-être pas compris parce que je suis sûr que vous ne réagissez pas du tout. Et quand vous ne réagissez pas du tout, forcément, ça me dépite. Voilà, soyez là. Et aussi, j'ai besoin aussi de vous sur Instagram. Parce que, oui, j'ai, comme je vous ai dit, maintenant j'ai Instagram pour on va dire, la chaîne YouTube de ça. Peut-être qu'elle est officielle, oui. Normalement, oui, elle est officielle. Et que mon Insta se déroule tout en bas de l'écran. Au moins, vous ne manquez pas d'une traite. Et que sans trop, on va dire, traîner et gêner, on passe directement au match, direct les matchs. Raw le 27 janvier 2014, c'est pour les qualifications du match d'Elimination Chamber. Donc John Cena et Sheamus et Daniel Bryan contre le Shield. Alors, excellent, excellent, jusqu'à ce qu'à la fin, la Wyatt Family font une intro. On ne sait pas c'est pour quelle intro. Est-ce que c'était destiné à John Cena ou le Shield? Bref, on ne savait pas c'était pour qui. Bon, on peut se dire que c'était pour John Cena et The Shield en même temps, mais que par la suite, ça a distrait, soit Seth Rollins, soit Dean Ambrose, qui se fait avoir par un petit paquet, soit par John Cena, soit par Sheamus, soit par Daniel Bryan. Donc c'est victoire des trois équipes-là. Voilà. Ce match-là, 3,50. Ensuite, à Raw, le 3 février 2014. Voilà. Daniel Bryan contre Randy Orton. Alors, excellent, vraiment excellentissime. Et qu'on pensait peut-être que Randy Orton allait remporter le match, mais sauf que non, 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 non. Car je me rappelle qu'il y avait une intervention de Corporate Kane, donc Kane le corporateur, mais sauf qu'il se fait accueillir par un topé suicidaire de Daniel Bryan. Randy Orton tentait de faire un RKO, mais Daniel Bryan l'a contré, et il court pour le running knee pour la victoire. Donc c'est victoire de Daniel Bryan. Ce match-là, 3,70, je mets ça. À SmackDown le 14 février 2014, pour être le challenger numéro 1 au titre intercontinental détenu par Biggie Langston, ou Biggie tout court, c'était un Fatal 4-Way. Donc les participants sont Jack Swagger, Kofi Kingston, Rey Mysterio et Mark Henry. Alors, honnêtement, c'est vrai que Rey Mysterio, il commençait vraiment à perdre de l'intérêt aux yeux du public. Je trouvais qu'il commençait vraiment à perdre de l'intérêt, car c'est à ce moment-là où on commençait à n'avoir plus rien à faire de lui.
Et pourtant, on l'aime bien, hein, on l'aimait bien. Mais on s'est pas compris pourquoi la WWE le mettait pas sur le devant de la scène. Peut-être parce que les temps ont changé, mais bon, ça reste de très mauvais goût. Donc, je me rappelle des finishers, surtout de la part de Kofi Kingston, qui faisait des Trample and Paradise, ou encore un Mysterio 619, Mark Henry World Congress Slam, ou encore, pour le bouquet final, Jack Swagger pour le Patriot Lock, vu comment il a réussi à faire abandonner Kofi Kingston, donc c'est lui qui ira affronter Biggie, et résultat, il perd. Voilà, c'est clair, c'est net, il perd. 3,5 ce match-là, je mets 3,5. Ensuite à Raw, encore à Raw. Le 17 février 2014, John Cena contre Cesaro, ou anciennement Antonio Cesaro. Excellent, vraiment excellent aussi. Car je me rappelle des Giant Swing, des leg drops de descente de la cuisse, quoi. Mais surtout, Cesaro, il a brillé pendant ce match, hein, surtout contre John Cena. Surtout à le faire soulever comme si de rien n'était, pour le faire un coup de manchette à la volée. Faire des giant swings. Et il y a encore autre chose qu'il a utilisé. Pas le neutralizer. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais bien qu'il avait contré les attaques de John Cena. Jusqu'à ce que John Cena, il avance droit au but. Et qu'il ne va pas non plus se faire trop malmener. Il arrive à faire calmer Cesaro. Et il fait une roulade pour faire le Attitude Adjustment. Pour battre Cesaro. Ce match-là, tout aussi excellent. Je mets aussi 3,70 car j'ai trouvé que c'était énormissime. Pas parce que c'est John Cena ou parce que c'était Cesaro. Moi, je dis parce que c'est les deux, vu comment ils arrivent à nous proposer un bon match. Et qu'en 2014, c'est sûr, pour Raw SmackDown, c'est plus du côté de Raw qui était plus intéressant. Car du côté de SmackDown, il est intéressant, mais pas, on va dire, si excellent que Raw. Donc, je trouve, hein, je dis ça, c'est pas pour vous me raconter ma vie, ce que je dis ça. Mais bon, The Next Guy, donc le prochain gars. Deadman vs The Beast, la signature de contrat, donc c'est le 24 février à Raw, bien sûr, en 2014. Brock Lesnar et l'Undertaker signent le contrat pour WrestleMania 30. Vous savez ce qui s'est passé pendant la signature de contrat. Brock Lesnar il signe en premier, il insiste Undertaker à signer d'abord, enfin à signer maintenant, mais sauf que l'Undertaker il prend le stylo, il plante le stylo sur la main de Brock Lesnar, il fait un étranglement, un choc slam, et c'est confirmé pour leur rivalité. Et après, le résultat, vous connaissez. Oui, car le match à WrestleMania 30, comme je dis, c'est alléchant sur le papier, mais le match n'est pas bon. Excusez-moi, mais le match n'était pas bon. Je comprends pourquoi Orbat, elle adore, parce que c'est la défaite de l'Undertaker, et qu'on s'attendait vraiment, mais vraiment pas du tout. Et moi-même, le premier, je m'y attendais pas du tout qu'il perdait. Mais je me mets à la peau d'un spécialiste qui disent que le match n'est pas bon. Et vous pouvez contredire, mais c'est la vérité. Je dis pas ça pour faire du mal à Orbat, mais que c'est peut-être pour ça que je n'ai peut-être plus de nouvelles d'elle. Je dis elle parce que je ne sais pas. Parce que après, si jamais je dis il ou elle, j'ai du mal à différencier. Donc je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, je m'en excuse pour elle. Mais voilà, comme je dis, c'est alléchant sur le papier. Certes, le match aurait pu être excellent si l'Undertaker n'avait pas eu une commotion cérébrale. S'il était en très bonne forme, là, c'est sûr, ça exploserait de partout. Des F5, des Tombstone Piledriver, des Last Ride Powerbomb, des souplex, bref. Ce que vous voulez, ça aurait pu exploser. Mais j'en reste sur ma fin, là. Ensuite, Batista goes Hollywood, donc vers Hollywood. C'est quand il fait une promo à SmackDown, et c'est justement à SmackDown, le 28 février 2014. C'est là où il fait une promo en disant qu'il n'était pas venu pour les fans, parce que vu comment on l'attendait depuis pas mal de temps, et bien sûr, il est venu soit en... C'était en janvier ou à la fin du mois de décembre. Je sais pas l'un des deux, mais en tout cas, je sais bien qu'il était revenu et que tout le monde était content parce qu'on l'attendait. Batista, il vient quand? Et Batista, il vient quand? Nous, on l'adore, Batista, quand il vient quand? Bref, on était comme ça, on adorait dire il vient quand encore? Entre fans de catch, c'est sûr, ça se comprend. Et bien, un coup qu'il était venu, bien sûr, les gens n'ont eu que pour leur argent. Ils ont voulu voir leur idole, il est venu. Et après, l'heure du Rumble, ben, personne n'en voulait plus. Je vous dis ça parce que c'est la vérité.
En fait, dès qu'on l'a vu à l'œuvre, eh ben, ça y est, personne n'en voulait plus, car le public a choisi leur favori, c'était Daniel Bryan. Bon, certes, le public était vraiment très 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 dur, hein. C'est pas anodin, mais c'est la vérité. Et c'est là où Batista fait un heel turn en disant qu'il n'était pas venu pour les fans, mais qu'il est venu pour une chose, pour devenir champion du monde poids lourd de la WWE. Donc il est là pour capturer les 2 titres et que il se rende compte que tout a changé à la WWE. Où est passé les vrais gars, où est passé les vraies personnes, où est passé ce côté spécial, où est passé l'attitude. Car lui, c'est ce qui se posait comme question. Même si je me rappelle qu'il a arrêté sa promo. Mais après, on va dire, on va pas se le mentir, on sait bien que pourquoi la plupart des catcheurs viennent. Vous voyez les part-timers, donc ceux qui viennent à temps partiel, eh ben, on sait bien pourquoi ils viennent. C'est juste pour l'argent, parce qu'ils aiment l'argent. Moi aussi, j'aime l'argent, mais sauf que je suis pas catcheur. Bref, vous avez compris le délire. Donc il fait sa pose plastique, ça ne plaît pas au public. C'est là où Dolph Ziggler dit j'ai pas su m'empêcher de t'entendre en disant où est passé les vrais gars, où est l'attitude. Eh ben, tu as en face de toi quelqu'un qui a de l'attitude, qui est un vrai gars, et que je veux te défier. Voilà, je veux te défier, comme ça, voilà. Tu fermes ta bouche. Batista accepte, et que Dolph Ziggler, je crois qu'il lui fait un dropkick, donc un saut chassé, ça plaît pas à Batista, et l'heure venue du match. Donc c'est toujours à la même date, voilà. Batista contre Dolph Ziggler. Je me rappelais que ça s'affrontait, bien sûr. C'était, on va dire, kit tout double, même si c'est pas non plus si spécial. Je me rappelle surtout de la fin. Vous voyez quand Dolph Ziggler fait son Ziggler Splash du coin, eh ben, il a l'habitude de se mettre en hauteur pour viser la tempe, la tête, le visage de ses adversaires. Il a visé la tempe, mais ça permet à Batista de faire un low blow. Donc c'est victoire de Dolph Ziggler par disqualification. Voilà, ce qui est dit est enfin dit. Ce match-là, 3,5. Voilà, j'ai pas trouvé, on va dire, si jouissif que ça, vu comment une fin est assez scandaleux. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est scandaleux. À Raw, 3 mars 2014, pour les titres par équipe, cette fois-ci, les Usos contre les New Age Outlaws. C'est là où les Usos deviennent pour la première fois champions par équipe, en battant les vieux de la vieille que sont les New Age Outlaws, et que à l'époque les Usos se faisaient appeler les Usos Crazy. Oui, les frères jumeaux Usos qui sont très fous. Et maintenant, c'est les Usos version Kaira, Lara, Kai, Cousin. Bref, je le fais très mal. Même si on va dire c'est un peu comme des tchécards de cité. Voilà. Donc pour ça, je ne me fais pas attendre ces victoires des Usos. Ce match-là, 3,50. J'ai pas trouvé si mauvais. Mais je mets ça comme note globale. Ensuite, Uso Moment. Donc les moments des Usos. Et là, disque 2. The Yes Movement versus The Authority. Ah oui, je me rappelle l'invasion des fans du Yes Movement dans le public qui montaient au ring pour se manifester, pour que l'autorité ramène leur pêche, pour qu'ils donnent une décision finale pour Daniel Bryan, car Daniel Bryan veut affronter Triple H à WrestleMania 30 pour intégrer le main event de WrestleMania, en affrontant Batista et Randy Orton pour les titres du monde poids lourd, avec de la WWE. Voilà, c'est ce qu'il va faire, et c'était un incroyable moment, hein. Je vous dis, c'était un incroyable moment. Jamais on avait vu autant de monde aller sur le ring et chanter à l'unisson yes, 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 que ce soit dans le ring comme dans le public. Et je me rappelle que l'autorité avait même fait appel à Damien Sandow, mais sauf que Damien Sandow, il va servir à rien, à faire entendre raison. Donc c'est pour ça que Daniel Bryan fait un ultimatum en disant soit tu me donnes ce que je veux, voilà, donne-moi mon match face à toi et je intégrerai le WrestleMania. Un truc que Triple H n'a pas aimé, mais qu'il a dû accepter quand même. Donc il a accepté et ça se termine là-dessus avec les fans du S-Movement qui chantent avec Daniel Bryan. Donc ils sont enfin contents, on est contents aussi. Voilà, encore un Raw. Oui,
le 24 mars 2014, c'est encore la même année, je le sais très bien, John Cena contre Luke Harper. Ce qui est étonnant, c'est que Luke Harper est arrivé tout seul. Voilà, je vous dis, il est arrivé tout seul. John Cena, bien sûr, il est toujours aussi seul. C'est pas surprenant. Mais il veut bien prouver qu'il peut battre un des sbires de Wyatt. D'ailleurs, il était passé pas très loin. Car je me rappelle que Harper dominait le match. Mais après, John Cena, il arrivait à remonter en force. Car il bat sa frissonne peur. Enfin, je sais pas si ça se dit. Mais il bat sa peur face au charognard. Et qu'au moment où il fait un attitude adjustment, eh ben, l'intro de Wyatt retentit. Et là, encore un deuxième intro apparaît. Donc, jumpscare. Parce que quand on voit les intros qui apparaissent à l'écran, on a l'impression que c'est des jumpscares qui font peur. Bref, des trucs mystérieux qui apparaissent, des images subliminales. Et qu'après, qu'est-ce qu'on voit? On voit un masque de mouton et John Cena attaché sur la première et la deuxième corde qui font un effet de nœud aux deux bras. Donc on voit qu'il a le masque. Donc on peut dire que John Cena a remporté le match par disqualification. Forcément. Donc ce match-là, surprenant, vraiment surprenant. Certes, c'est pas, on va dire, l'un des meilleurs, mais j'en reste sur ma fin de ça. Je lui mets un 3,40. Je mets un 3,40. Sending and Message. Arrow le 7 avril 2014. Oui, je sais encore. Match pour le titre des Divas. Paige contre Edge Lee. Alors, c'est là où Edge Lee fait sa promo. Elle lance un Open Challenge à la femme qui oserait la défier, mais sauf que cette femme vient de NXT, et c'est Paige. Et d'ailleurs, je m'en rappelle dans le film Lutte en famille, le film de Paige, même si je sais que l'actrice principale, ce n'est pas Paige, mais une autre actrice qui interprète Paige. Parce que vous savez bien que Paige, en 2018, elle annonce sa retraite des rings parce que elle s'était brisé la nuque. Vous voyez bien, je ne suis pas en train d'inventer, c'était là où il se fait briser la nuque. Enfin, elle se fait briser la nuque lors d'un show, quand elle faisait équipe avec Mandy Rose et Sonya Deville contre Sasha Banks, Bayley et Mickie James, je crois, lors d'un house show. Eh ben, elle s'était fait briser la nuque à simple 2 coups de pied, non maîtrisés de la part de Sasha Banks. Donc elle annonce sa retraite, mais sauf qu'il y a le film de elle qui apparaît. Et que ce que j'ai pas aimé dans ce scénario de film, c'est que à la place de AJ Lee, c'est Zelina Vega qui interprète le rôle de AJ Lee. Sauf que c'est pas crédible. C'est pas crédible parce que Zelina Vega dans le film, elle n'a pas le t-shirt d'AJ Lee, elle n'a pas le short en jean. Bref, elle a pas ça. Elle est avec sa propre tenue. Et ça, je trouvais pas ça crédible. Je vous dis, je trouvais pas ça crédible du tout. Le film, je peux pas dire qu'il est très très mauvais. Je vais pas dire ça. C'est juste un défaut d'un scénario. Mais bon, on connaît la WWE, la politique de la WWE. Quand il y a un catcheur ou une catcheuse absent, on veut pas le mentionner. Voilà. Car c'est pas chez nous. Et que s'il faut avoir leur accord, il faut demander un accord. Sauf qu'il n'y a pas eu d'accord, vraiment pas du tout. Et en plus, le match, je vais vous dire, il est très très court. C'est là où Paige capture le titre des Divas, alors que vous ne le saviez pas, mais Paige, elle était championne de la NXT. Elle n'apparaît pas avec la ceinture, mais elle était championne de la NXT. Ou NXT, quoi. NXT, appelez-le comme vous voulez. Moi, je dis NXT. Donc, elle apparaît pas avec le titre, bien sûr. Forcément, on connaît l'ignorance de la WWE. On connaît qu'ils sont négligents et qu'il y a pas mal d'ignorants sur Terre qui ne connaissent pas l'existence. Ou alors, il y en a qui connaissent l'existence de cette petite structure à la WWE. Donc, elle capture le titre. En plus, surprise, hein, elle fait ses débuts officiels dans le roster principal. Elle capture le titre. Alors que AJ Lee commençait à se moquer d'elle, commençait à le tapoter un peu partout, que ce soit au niveau du corps, de la tête,
et que c'est là où elle fait sa prise finish, Paige. C'est pas le Rampage, hein, et c'est pas un genre de sharpshooter modifié qu'elle prend les 2 bras. Non, non, c'était pas en soumission. C'était une autre version, c'est quand elle prenait la jambe arrière et qu'elle faisait tomber son adversaire en arrière. Bref, c'était pas non plus une prise impressionnante, mais elle remportait. Ce match-là, ben, c'est pas non plus très très long, mais je mets 3,20. Ça ne changera jamais, je sais. Turning the page, donc voilà, tout tourne autour de Page. Ensuite, The Band is back. Tangler. Alors. Arrow, oui, je sais. Le 14 avril 2014. Match handicap. Le Shield contre Rousseff, Alberto Del Rio, Bad News Barrett, Jack Swagger, Fandango, Titus Sonny, et 3MB et Ryback. Donc si je me trompe pas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hommes contre 3 mecs. Hein. Donc je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à voir ça. Et pourtant, ils doivent survivre face à 11 gars. Donc je me rappelle que dans le camp adverse, donc ceux que j'ai cités en deuxième, eh ben, je me rappelle qu'ils faisaient qu'une bouchée de The Shield. Même si le Shield, ils encaissent, ils s'en prennent plein la gueule. Et ils prouvent à quel point que peu importe qu'ils sont plusieurs, à 3, l'union font la force. Et que rien les arrête. Et vous connaissez peut-être le finish, si vous ne connaissez pas, je vais vous le dire direct. C'est là où les mecs, ben, ils arrêtent de coopérer. Ils se mettent à plusieurs sur les 3. Ils attaquent. Donc ça provoque une disqualification. Victoire de The Shield par disqualification. Voilà. Et après qu'ils ont fini le boulot, ben, c'est là où l'évolution sont de retour. Donc Triple H, Randy Orton, Batista, sauf qu'il manque Ric Flair. Mais sauf que Ric Flair ne veut pas s'intégrer dans l'évolution. Car il n'a pas le time pour ça, et que aussi il est à la retraite des rings depuis 2012 lors de la TNA, et pour la WWE c'est pour 2008 qu'il est à la retraite, donc j'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus que ça. Donc je me rappelle l'évolution, ils allumaient Ambrose, Rollins, et à la fin ils se laissaient pour Triple H, donc Roman Reigns, et que je me rappelle que Triple H prend le micro en disant la catchphrase de The Shield, Believe in evolution. Donc, croyez en l'évolution. Et qu'après, il redit une nouvelle fois, mais sans micro, Believe in evolution. Avant d'effectuer le pedigree. Donc, ça y est, c'est confirmé pour Extreme Rules. Le Shield contre l'évolution. Et je peux vous dire que ce match a été excellent. Ça partit en cacahuète, mais il était très excellent. Et pareil pour Payback, que j'ai particulièrement très bien aimé. Ce match-là, malgré qu'il n'y avait rien de spécial et qu'il y avait la disqualification qui me gêne énormément, ben pour ça, je lui mets 3,40. Voilà, 3,40. Ensuite, le 28 avril, toujours du côté de Raw, la Wyatt Family et Chandler surround the ring. Donc c'est là où John Cena, il est dans le ring. Il est dans le ring en train de faire son speech. Et qu'il dit au public, je me rappelle une phrase qu'il avait dit presque au début, il disait « Soit on meurt jeune au héros, soit on vieillit assez longtemps pour se procurer dans la peau d'un vilain. » En plus, c'était une phrase qui apparaît dans le film The Dark Knight, donc le Chevalier Noir qui est Batman dans le film. Donc je me rappelle de cette phrase et que c'est un clin d'œil. Je me rappelle que c'était un clin d'œil et que pas mal la référence. Et qu'il disait que Wyatt n'est qu'un personne très dérangée qui cherche à me faire du mal et à m'atteindre. D'ailleurs, c'est un peu le but de Bray Wyatt. C'est pour ça qu'il a fait venir des tas d'enfants qui chantaient « He's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. » Donc, tous les enfants chantaient à l'unisson, même le public. C'est à quel point, comment ce mec... Bray Wyatt est un génie et qu'on ne comprend pas pourquoi la WWE n'a même pas fait confiance. Merde. Il y en a qui jettent la faute sur John Cena parce qu'il a enterré Bray Wyatt. Bon, oui, mais après, Wyatt,
ça l'a pas non plus très impacté, parce qu'on sait très bien qu'en 2017, il va revenir un petit peu en force pour devenir champion de la WWE, et résultat, ils ont encore merdé avec lui. Donc, vous voyez, il y a pas que John Cena hein, qui a enterré Bray Wyatt. Parce qu'il y en a qui jettent la faute. Oui, mais il a enterré John Cena. John Cena, c'est le plus gros fils d'eux. Le plus gros FDP de l'histoire. Ouais, c'est le plus gros salopard de l'histoire. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord parce que... Oui, il a des défauts, John Cena. Il a des défauts. Mais ne l'incendiez pas parce il y a d'autres pourritures sur Terre. Moi, le plus grand méchant dans cette histoire, c'est Vince McMahon. C'est lui le plus gros connard de l'histoire. C'est lui qui fait de la merde. Parce que les catcheurs, certes, ils l'enterrent, mais c'est parce que c'est Wyatt. C'est Wyatt. Pas parce que c'est Wyatt, c'est parce que c'est McMahon. Voilà, comprenez-en. Et que c'est vrai qu'ils auraient pu aller au bout avec lui. Parce que, excusez-moi, mais ce que Bray Wyatt fait endurer à John Cena, ben c'est une masterclass. C'est vraiment une masterclass. Faire venir des enfants comme si c'était la C-Nation de John Cena, ben c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et que Wyatt, il fait son entrée, il chante aussi « Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. » Chantez avec moi, les enfants. Donc ils se mettent tous ensemble à chanter et ça laisse John Cena un peu troublé sur le ring, comme s'il courait à sa perte. D'ailleurs, j'aime bien comment il joue celui qui est en danger face à quelqu'un d'un ennemi redoutable. Parce que pour un face, on a besoin d'un grand méchant. Et un grand méchant a besoin d'un grand gentil. Et que moi, pour moi, j'ai trouvé excellent, peu importe ce qu'on peut dire sur la rivalité, qui est quand même courte, sur 3 matchs. Mais j'ai adoré. Et que c'est là où les enfants se mettent autour du ring, vraiment autour du ring. Et un coup qui fait noir, ils enfilent leur masque de mouton blanc. Et ça laisse Bray Wyatt en train de ricaner avec un petit sur les genoux, qui va se faire prénommer le petit Johnny lors de Extreme Rules 2014. Je m'en rappelle encore de ça, quand ce petit garçon a coûté le match à John Cena, lors d'un match en cage, en chantant avec la voix du diable « Il tient le monde dans ses mains ». Ou alors, si vous préférez, en version anglaise parce que c'est sexy, « He's got the whole world in his hand ». Voilà, vous avez au moins compris. Et qu'après, en train de ricaner, il dit « Alors, qu'est-ce que t'en penses, John ?» Pas avec la voix que je viens faire, hein, mais avec sa propre voix. Bref, un génie. Vraiment un génie, ce Bray Wyatt. Bref, tel un ennemi redoutable, il arrive à manipuler les enfants pour faire du mal autour de eux. C'est un peu comme le Slenderman qui manipule les enfants à commettre des crimes. Ouais, c'est une référence, mais je compare pas Wyatt à Slenderman, hein, car ça n'a aucun de comparable. Ensuite, Following the Buzzard, donc suivez les charognards ou les buses. Cracking the Shield, donc on va dire l'atout du Shield, je ne sais plus. Ah ben oui, c'est Bataille Royale à 20 hommes pour le titre des États-Unis. Alors, les noms, je vais peut-être les citer en commentaire, mais moi, je me rappelle qu'il y avait Dean Ambrose, Sheamus, Rey Mysterio, Kofi Kingston, Jack Swagger, Mark Henry, Great Khali. Qui encore qui était dedans? Qui ben, Curtis Axel, Ryback, les 3MB, Titus O'Neil, Fandango, Jack Swagger, peut-être Alberto Del Rio, et d'autres. Mais sinon, voilà, moi je me rappelle Sheamus et Dean Ambrose, et que le Shield est à l'extérieur pour voir si leur collègue va gérer. Bien sûr, Dean Ambrose, il dit « Non, c'est bon, tout est ok, j'ai pas besoin de vous, je sais me débrouiller. » Eh ben, sauf qu'il s'est fait éliminer par Sheamus, qui devient le nouveau champion des États-Unis.
Voilà. Donc, il perd le titre alors que Dean Ambrose, c'était lui le champion au long règne dans l'ère moderne, je crois. Et que ben, ce match-là, 3,50. Voilà, bon, en ce moment, je sors que ça. Voilà, j'ai pas trouvé si mauvais à ce point-là. Ensuite, à SmackDown, le 9 mai 2014. En ce moment, on n'avait eu que des saignements et matchs à Raw depuis tout à l'heure. Et maintenant, quelques matchs à SmackDown. Pour vous dire que c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Donc, John Cena et les Usos contre la Wyatt Family. Alors, je m'en rappelle de la fin parce que tout le reste, ça se battait entre John Cena, Harper ou Rowan, ou Wyatt, bien sûr. Et pareil pour l'un des membres, que ce soit Jimmy ou Jay. Et pour le bouquet final, ben, c'est Luke Harper qui remporte la victoire de son équipe avec un Tornado Clothesline qui décapite soit Jimmy, soit Jay. Mais c'est victoire de la Wyatt Family. Donc ce match-là, 3,60, je mets ça. Hein. Ensuite, Believers, donc les croyeurs. Et non, je ne vais pas parler de Oncle Audi. Non, je ne vais pas parler de Oncle Audi. Certes, je peux sous-entendre, mais je ne peux pas prouver que c'est lui. Il y en a qui me diront, oui, mais c'est lui, c'est parce qu'il est maquillé, il a un masque. Et en plus, on a chopé par capture d'écran d'Instagram qu'il a une boucle d'oreille. D'ailleurs, oui, quand je parlais de following the Buzzard, je disais suivez les charognards, suivez les buges. Eh bien, suivez-moi sur Instagram. Voilà, petite pub encore pour Instagram. Comme quoi, j'ai un peu des préférences pour ça et que peut-être que ça va peut-être vous plaire. Voilà, je vous garantis ça. Donc, pour les croyeurs, eh ben oui, on va dire que Bo Dallas, c'est le frère de Bray Wyatt. Je le sais d'avance. Et que je ne sais pas si c'était ses débuts officiels, mais en tout cas, il bat facilement Sin Cara. Hein. Oui, le 23 mai. Donc, il bat Sin Cara. Et son seul truc qu'il adorait, c'est de faire les pouces comme ça en courant. L'air de dire « J'ai réussi, je suis un vainqueur, je suis un croyeur, je suis champion du monde !» Bien sûr, il ne sera jamais champion du monde de toute sa vie. Mais pas mal, vraiment pas mal. Bon, après, le match en lui-même, c'était très court. Pour ça, je mets 3,20. Et ce qu'il aimait bien, par-dessus tout, Bo Dallas, c'est que lorsqu'il termine une promo, il donnait des fois des mots d'encouragement à certaines personnes qui n'arriveront jamais dans la vie et qu'il en termine pour bouquet final. All you have to do is believe. Ouais, je fais un peu avec la voix de Mickey, hein, version anglais. Oh là là, et qu'est-ce qui me faisait rire à parler comme ça, en parlant comme si c'était Mickey. Bref. Donc j'en ai assez de dit sur ça. C'est con, hein, c'est con, mais j'avais adoré. Et maintenant, encore à Raw, oui, toujours, encore du côté de Raw, le 2 juin 2014, c'est Rollins Turns of the Shield. C'est quand il trahit le Shield. On se rappelle qu'au début de show, ben, Batista s'est tiré de l'évolution, car on savait qu'il avait terminé son contrat à la WWE, alors que Triple H le convenait de rester encore un peu, pas en dehors des caméras, mais dans le centre du ring. Hein. Il disait on a besoin de toi pour détruire le Shield, mais sauf que Batista, il dit je comprends, mais je démissionne. Donc il démissionne, il a tenu sa parole, et il fait un signal anglaise, je ne sais pas si vous voyez cet ongle, voilà. Il fait un signal anglaise et il se casse. Donc c'est là où le Shield font leur promo, comme quoi ils ont gagné, ils ont réussi à anéantir l'évolution à Payback. Et c'est là où Triple H arrive avec sa massue et Randy Orton. Et Seth Rollins, ben, lui, a ramené une chaise pour contrer les attaques de l'autorité. Et c'est là où Triple H il fait son annonce en disant « On était passé au plan A, maintenant on passe au plan B. » Donc le plan B, c'était Seth Rollins, qui attaque en premier Roman Reigns avec un coup de chaise, ensuite Dean Ambrose, il attaque les deux en même temps, pour terminer avec un curse tombe. Et pour Randy Orton, lui, il donne des petits coups de chaise. RKO, on n'en parle plus. Ça y est, Seth Rollins, il a trahi le Shield. Voilà, c'est un traître, il s'est vendu.
et il rejoint l'autorité. Celui-là, en description, vu comment je me rappelle l'avoir déjà noté. DVD 3. Why, Seth? Why? Pourquoi, Seth? Pourquoi? Donc, l'explication à SmackDown, le 6 juin 2014. Explain aside. Donc, rien de spécial par rapport à sa promo, si ce n'est qu'il s'explique pourquoi il a rejoint l'autorité. Donc, il s'explique formellement, mais sauf que le public ne veut rien entendre. Tout ce qui les intéresse, c'est crier et chanter « You sold out, you sold out ». Donc, tu t'es vendu, tu t'es vendu, tu t'es vendu. Et que lui, il dit qu'il a vendu toute son évolution à Seth Rollins, quoi. Donc, il s'est vendu parce que son évolution sera fulgurante et qu'on sait que Seth Rollins, il était à son prime. Que ce soit entre 2014 et 2015, c'est un peu comme l'était Bray Wyatt, il était vraiment à son prime. Et qu'on ne peut rien y faire, il a changé de camp pour réussir. Voilà, vu comment il en avait marre d'être le gentil de service qui ne réussira jamais, eh bien il a tourné heel pour réussir. H3 always and plan B, ouais. Ça on sait que c'est le plan B, merci de nous avoir fait rappeler. Le 16 juin 2014, Goldust et Stardust contre Ryback Cell. C'est Goldust et Stardust qui bat Ryback Cell. Voilà, vu comment c'était les débuts de Stardust, même si on sait que c'est Cody Rhodes. C'était Cody Rhodes, mais il a dû changer de personnage parce que il ne croyait plus du tout en Cody Rhodes en lui-même. Et on sait bien que c'était mauvaise idée de la part de la WWE. Voilà, quelle bande de cons. Voilà, je le dis gratuitement, ce match-là 3,20, rien de spécial. Et que je sais qu'il y a des commentaires alternatifs. Vicky's Last Loud. Donc, Arrow, le 23 juin 2014. Oui, encore. Mute Pole match, White Vicky Guerrero, Curry's and on the line. Donc, voilà. Si elle perd le match, elle serait virée. Et c'est un match à stipulation où il y a une piscine de boue ou de chocolat. Mais sauf que c'est plus de la boue. Qui sait, du chocolat, on ne sait jamais, parce que la boue, s'il y aurait l'odeur, ah, dégueulasse. Mais ils disent match dans la boue. Hein. Donc Vicky Guerrero contre Stephanie McMahon, mais sauf que, petit détail, Vicky Guerrero, elle fait son entrée avec la musique de son ancien et son défunt mari, Eddie Guerrero. Donc, pour faire honneur à Eddie, alors que ça n'a rien à voir avec Eddie Guerrero, ça a à voir avec sa carrière à la WWE. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, ils ont complètement foiré, alors que Eddie n'a rien à voir dans cette histoire. D'ailleurs, le pauvre, pourquoi on ne le laisse pas tranquille, franchement? Laissez ce pauvre homme qui a tant donné au catch tranquille, arrêtez de le mettre dans les storylines. Voilà, foutez-lui la paix, il est bien au paradis. Laissez-le au paradis tranquille. Mais sauf que Stephanie McMahon n'était pas en tenue de combat. Mais elle avait prévu des renforts. Si je me rappelle bien, il y avait Summer Rae, Layla ou Alicia Fox. Donc 3. Je crois bien que c'est ça. Hein. Qu'ils essayaient de mettre Vicky Guerrero dans la piscine de boue. Mais sauf que les 3 atterrissent dans la piscine de boue. Et grossière erreur pour Vicky Guerrero. Elle commence à chanter Yes, Yes, Yes avec le public. Mais ça permet à Stephanie McMahon de donner un coup de genou dans le dos de Stephanie McMahon. Donc c'est Stephanie qui remporte le match, elle chante Yes 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 en narguant le public, en narguant Vicky Guerrero et en disant « Vicky, tu es virée !» en faisant la voix de son père. Oh putain, mais ferme ta gueule. Voilà, à l'époque on se disait « Mais putain, ferme ta gueule, on n'aime pas entendre ta voix de crécelle. » Oh là là, qu'est-ce qu'elle est casse-couille. Voilà, on était comme ça. Et qu'elle commence à en chanter « Na 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 na, na 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 na. » Hey, 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 goodbye. Je fais ma propre version parce que sa version, elle est casse-pied. Casse-pied ou casse-couille. Bref, j'utilise des termes grossiers, mais c'est comme ça. Et que pour se venger, Vicky, elle balance Stephanie dans la boue. Et même qu'elle a perdu, au moins, elle aura accompli sa mission à la WWE. Bref, mission qui ne sera, on va dire, plus vue. Jusqu'à au Royal Rumble 2018. Ouais, je me rappelle de son apparition, je me rappelle très 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 bien.
Bon, après, on sait bien qu'elle est du côté d'AEW pour rendre soi-disant over les catcheuses avec qui elle a dans son écurie, que ce soit Nyla Rose, Marina Shafir ou autre catcheuse, mais sauf que ceux-là, ben, elles se démarquent vraiment pas du tout. Je dis ça, c'est comme ça. Hein. Bref, match, j'aime pas du tout. D'ailleurs, certes, sainement trop neuneux, j'ai trouvé ça très très neuneux. Je vais être méchant, je mets 1,40. Voilà, 1,40. C'est noté, c'est gratuit. 4 août, encore à Raw, encore du côté de Raw, ça n'en finira jamais avec Raw, parce que Raw c'est des sacrés bangers, et c'est peut-être ça qui a fait la force de ce DVD. Oh merde, arrête de... Putain... Pourquoi tu fais ça Voilà. Donc la signature de contrat entre Brie Bella et Stephanie McMahon, mais sauf que Brie, elle est accompagnée par sa sœur, tandis que Steph, accompagnée par Triple H. Je me rappelle que Stephanie, elle allumait la mèche en frappant Nikki. Ouais, Nikki. Et Triple H, il bloque Brie dans le coin en poussant la table. Tandis que Stephanie fait un pedigree. Et après, c'était au tour de Brie Bella. Bien sûr, Brie Bella, elle a déjà signé. Tandis que Stephanie, elle signe à la fin. Parce qu'il est marqué SummerSlam Contract Signing. Donc, pour la signature de contrat. Bref, rien de spécial. Stephanie will pay. Will pay. Ah ouais, ben, de toute façon, on se rappelle lors d'un saignement comme quoi elle aurait giflé Brie Bella dans le public. Et lors du même show, il y avait le concert de Florida qui faisait faire sa présentation en chantant. Et qu'elle se fait arrêter par la police. Voilà, elle est ramenée au bureau de police. Et plus rien. Voilà, plus rien. C'est pour ça, ça l'a ramené la signature de contrat. Et après, on sait ce qui s'est passé au SummerSlam. Nikki Bella qui a trahi sa sœur pour se ranger aux côtés de l'autorité. Bref, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Pourquoi tu te fais attaquer, tu rejoins l'ennemi juré? Ça n'a aucun sens. Bref, je ne comprenais vraiment pas du tout. L'intérêt, je ne comprenais vraiment pas du tout. Mais après, on a compris que c'était pour la rendre ultra heel, pour devenir championne des divas. Bref, toutes les conneries. Et qu'on se rappelle lors de Raw que je vais citer, le 18 août à Raw, 2014. Elle était apparue en jean avec le t-shirt Steph. Bref, elle a apparu qu'une seule fois avec le t-shirt Steph. Et du même show, justement, ici, eh ben, elle se change et elle se met en robe. Bref, je me disais, quoi, what the fuck? Donc, c'était pour présenter la nouvelle version, parce que, vu comment tout là, c'était avec le logo qu'on connaissait tous avant, et maintenant, c'est le logo qu'on connaît actuellement. Parce que l'autre, l'ancien, il fallait changer, vu comment tout change. Donc, c'est là où Brock Lesnar prend sa nouvelle version de ceinture. Et Polyman, il nous raconte une histoire, ce qui s'était passé. Voilà. Brock Lesnar a dominé John Cena, comme il a dominé Undertaker à WrestleMania, et qu'il n'arrêtait pas de répéter, mon client, Brock Lesnar a battu l'Undertaker à WrestleMania, et que là, il dit, mon client, Brock Lesnar a battu John Cena au SummerSlam, et qu'il n'arrêtait pas de dire suplex sweepy, suplex sweepy, suplex sweepy, suplex sweepy, donc suplex recommencer. C'est pas pour rien que son t-shirt se faisait appeler Eat, Sleep, Suplex, John Cena, Repeat. Enfin, suplex, repeat, John Cena, quoi. Tandis que quand il avait battu l'Undertaker, c'était Eat, Sleep, Conquer the Streak. Donc c'est là où il devient champion lors de SummerSlam, et que la nouvelle version a été dévoilée tout simplement. Voilà, tout simplement, je trace. Donc le 18 août à Raw, le 2014, Falls Count Anywhere match. Il est présent dans le coffret du Shield entre Dean Ambrose contre Seth Rollins. Je me rappelle surtout de la fin. Kane encore, mais qu'est-ce qu'il vient faire alors? Pourquoi il casse les couilles aux gens? Lui aussi, je commençais vraiment à en avoir marre de le voir se mêler des affaires qui ne le regardaient pas. Donc il a aidé Seth Rollins à gagner le match. D'ailleurs, il gagne le match. Et c'est là où ils vont commettre l'irréparable. Kane qui sort les blocs de ciment et qui fait passer à travers le bloc de ciment la tête de Ambrose.
Bref, vous avez au moins compris ce match-là en description. Ensuite, Jericho, Wyatt, The Last Stand. Donc, le soi-disant dernier match. Donc, à Raw, le 8 septembre 2014, dans un match en cage. Bray Wyatt contre Chris Jericho. Donc, je vais passer un peu, je vais vraiment passer. C'est là où Chris Jericho, il est au-dessus de la cage et qu'il regarde le public en disant pourquoi pas, je saute. Donc, il fait un crossbody block, donc un saut de le corps en croix, on va dire ça comme ça, mais sauf qu'il se blesse au genou. Il rampe pour gagner la victoire, mais sauf que Wyatt, il arrive vraiment à l'en empêcher, à lui donner des sacrés coups, et aussi à se laisser tomber pour remporter la victoire, et à affaiblir le genou de plus en plus de Chris Jericho. Donc c'est victoire de Bray Wyatt, ce match-là en description. Ensuite, la promo de Rusev et Lana, qui se font interrompre par The Rock, donc le 6 octobre 2014 à Raw. Donc vous savez que Rusev et Lana, ils font un speech patriotique russe, alors que ça ne plaît pas du tout au public. D'ailleurs, on n'est pas en pleine guerre froide, car les années 80 c'est terminé, l'ère de la guerre froide, c'était complètement terminé. Pourtant, ils ont continué à faire cette storyline, mais terrible idée. Bien sûr, c'était prometteur, hein, c'était prometteur, mais sauf que, voilà, quel est l'intérêt? Car Rousseff, on le bide comme un invaincu, vu comment, depuis ses débuts à la WWE du côté de NXT jusqu'à roster principal, c'est vrai qu'il n'a toujours pas été battu, jusqu'à ce que Solomon arrive, mais ça, vous connaissez l'histoire. C'est là où le Rock arrive, il les interrompt, et qu'il va commencer à les vanner Lana et Rousseff, même s'il va dire que Lana est magnifique, mais il va dire un truc, je sais pas si c'était un truc misogynie ou sexiste, parce que il y a une partie de ces phrases que j'ai pas compris à The Rock, et à Rousseff, je me rappelle qu'il les a vannés en disant que son caleçon de combat, il va se le retrouver sous son torse, donc au-dessus de son torse, il suffit qu'il les monte, et ça fait comme un genre de soutif. Et c'est là où Rousseff, il parle en russe, alors qu'on sait bien que c'est un bulgare. Et Lana, ce n'est pas une vraie russe, parce que c'est une américaine. Et il commence à dire à The Rock, arrête de te moquer de moi, sinon Rousseff va t'écraser. Et c'est là où le Rock dit, ah, moi, tu veux m'écraser? Tu veux vraiment m'écraser? Et c'est quoi ton but dans la vie? Rousseff, crush you. On s'en fout de ce que tu penses. Voilà. Il fait toujours ça avec les autres catcheurs quand il fait une promo, le Rock, car il est comme ça. Et après, je me rappelle, il allait accomplir son speech, mais sauf que il accueille Rousseff avec des claques du peuple. Voilà, bim, 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 bim. Et à suivant, bim. Et c'est là où le public est content. Voilà, ils sont contents de voir le Rock, ils sont contents qu'il s'est débarrassé des ennemis jurés des Américains pour la storyline. Et il termine sa promo en disant « Est-ce que vous sentez ce que le Rock mijote ?» Voilà, vous connaissez la chanson. J'ai bien aimé, même si c'est rien de spécial, mais j'ai bien aimé. À SmackDown le 10 octobre 2014. Quoi? Le jour de mon anniversaire? Oh mais je savais pas. Je savais vraiment pas. Oh mais c'est gentil, merci. Oh, je savais pas du tout, merci. C'est gentil, vraiment infiniment, c'est très gentil. Le 15, enfin, 15 hommes en match par équipe. Team Johnny, Team Teddy, halla halla, même si je suis pas arabe, mais il fait halla 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 contre Team Johnny, l'équipe de Generators. Je sais plus ce qu'il avait, mais je crois que dans l'équipe de Teddy Long, il y avait Sheamus, les Usos, les Los Matadores, Fernando Diego et El Torito. Il y avait encore un autre, mais je ne sais plus c'est qui. Tandis que dans l'équipe de Team Johnny, il y avait Damien Sando, Bodalas, Slater Gator, donc Slater, Titus O'Neill et Hornswoggle qui s'était déguisé en alligator. Je crois qu'on est là, mais si jamais j'oublierai, je le mettrai en description. C'est victoire de Team Teddy. Ouais, car à la fin, c'est Jimmy ou Jay qui fait un Uso Splash pour la victoire.
Bref, c'était pas mal, vraiment pas mal. Et que j'avais oublié, dans le match entre Chris Jericho et Bray Wyatt, il apparaît dans le coffret, le deuxième coffret de Chris Jericho. Pardonnez-moi, j'arrive plus à articuler. Mais ce match-là, 3, enfin 3,5. Voilà, 3,5, j'ai bien apprécié. Rien de spécial, mais voilà. Ensuite, le 3 novembre à Raw en 2014, Randy Orton contre Seth Rollins. Alors, je vais passer très vite directement au match, car c'est Seth Rollins qui remporte avec un backslide. C'est un genre de petit paquet inversé. Et que Randy Orton commençait vraiment à se laisser mis de côté par Triple H depuis qu'il traîne avec Seth Rollins. Donc, il commence à être jaloux de Seth Rollins. C'est un peu comme des enfants. On dirait que le grand frère est jaloux de son petit frère parce que papa a trouvé son chouchou. Il a trouvé on va dire, son fils spirituel préféré. Alors que pour Randy Orton, il pensait que ce serait lui. Donc il a commencé à être jaloux de Seth Rollins pour une bonne cause. Donc ça lui plaît pas du tout. Et que je me rappelle un coup qu'il a perdu, il check la J&J Security, donc Jamie Noble, Joey Mercury, et Corporate Kane, et que il serre la main de Seth Rollins, que Seth Rollins disait qu'il était désolé. Randy Orton dit, t'es peut-être désolé, mais pas moi. Donc il lui fait un RKO, ça plaît pas à Triple H, il allume la J&J Security, et il voulait faire le pun kick, mais sauf que Triple H l'intervient en disant, non, ne fais pas ça, commets pas l'irréparable. Fais pas ça, tu sais bien qu'on a besoin de Seth Rollins, on peut pas lui faire ça. Donc s'il te plaît, reviens à la raison, t'es en train de péter un câble. D'ailleurs, c'est exactement le cas. Car il donne une droite à Triple H, mais sauf qu'il se fait arrêter par la J&J Security Corporate Kane. Au moment de la table des commentateurs, c'est là où il le coince et ça permet à Rollins de faire un curbstomp. Et que l'autorité, donc la J&J Security Corporate Kane, Seth Rollins et Stephanie McMahon disaient à Triple H, finis-le, il nous a trahis, finis-le. Finish him, ça c'est les paroles de Stephanie McMahon, tandis que celui qui dit qu'il nous a trahis, c'est Seth Rollins. Et ben Triple H, il dit, finissez-le. Et au moment de l'impact du curbstomp, Randy Orton, il saigne du front, pour de vrai, hein. Il s'est pas coupé avec une lame de rasoir, mais il s'est, on va dire, ouvert le front, un premier temps, et là, près de l'escalier en acier, qu'il était positionné, Seth Rollins nargue Randy Orton, nargue le public en faisant une pose plastique à la Orton, voilà, vintage Orton, pour faire son curbstomp. Bref, il a curbstombé Randy Orton, mais je pense pas que ce match-là, il est présent dans... Enfin, j'irai vérifier. J'irai vérifier parce qu'il me semble qu'il est peut-être présent. Et s'il n'est pas présent, je mets ma note globale à moi, personnellement. Voilà. À SmackDown le 14 novembre 2014. Match triple menace à élimination pour le titre intercontinental. Ouais, pour le titre intercontinental. Dolph Ziggler contre Cesaro contre Tyson Kidd. Je me rappelle que Cesaro a été éliminé en premier. D'ailleurs, pauvre Cesaro, il n'a pas été mis en avant alors qu'il a remporté la bataille royale d'André le Géant et qu'il y avait Paul Heyman à ses côtés. Oh là là, quelle descente vertigineuse, hein. Comme si la WWE ne faisait vraiment pas confiance à Cesaro, hein. Quel dommage, jusqu'à ce que ça se laisse entre Dolph Ziggler et Tyson Kidd. Bien sûr, c'est Dolph Ziggler qui élimine Tyson Kidd avec le zigzag. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte le match et qui conserve son titre. Ce match-là, je lui mets 3,50, j'ai bien apprécié. Et maintenant le dernier match, à Raw le 1er décembre 2014. La Team Cena, composée de John Cena, Ryback et Dolph Ziggler, contre l'équipe de l'autorité, donc Seth Rollins, Kane et Luke Harper. Voilà. Donc ça partait en porte-nawak général, ça partait dans tous les sens, jusqu'à ce que c'est John Cena qui remporte le match en faisant un petit paquet sur Luke Harper, si je crois bien. Et après, la bagarre continue, et c'est là où le Big Show intervient pour allumer tout le monde. Donc il allume tout le monde, il se pose pas de questions. Il allume l'équipe Cena, alors qu'il avait justement trahi l'équipe de Cena. Et c'est là où Eric Rowan arrive avec l'escalier en acier pour frapper Big Show avec, mais sauf que le Big Show le porte en étranglement, il porte même en étranglement Ryback, et c'est là où Dolph Ziggler fait un super kick sur le Big Show, et il se fait accueillir par un hashtag Marie-Antoinette Style de la part de Ryback, donc la riat, et un attitude adjustment de la part de John Cena, et ça
termine avec Eric Rowan qui donne un coup d'escalier en acier dans la tête de Big Show. Donc voilà, c'est sur cet happy ending qu'on laisse avec les 3 faces contre les heels. Et que ce match-là, je lui mets 3,70. Voilà, directement, je mets 3,70. Ensuite, Looking Back at 2014. Et ça s'achève ici, tout simplement, ça s'achève ici. Donc voilà, j'ai achevé et que j'ai bien adoré. J'espère que vous aussi, vous êtes très bien adoré. Et que c'est vrai qu'en 2014, il s'est passé énormément plein de choses et que j'ai adoré. Je vais vite achever. Pour ce qui est les matchs, les scènements promo et l'ensemble, je lui mets un 4,80 car j'ai bien adoré. Voilà, directement. Et que si je vous le conseille, ben je vous le conseille à tous. Et que moi, je mette fin à cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye.